Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les avancées récentes concernant l'infection congénitale à cytomégalovirus, le CCMV. C'est un sujet, on le sait, particulièrement sensible en suivi de grossesse. C'est la première cause infectieuse de séquelles neurodéveloppementales, notamment la surdité. Notre objectif, décortiquer ensemble les dernières données sur le pronostic prénatal et les options thérapeutiques qui émergent, pour les professionnels qui sont en première ligne. Absolument. Et le point de départ, c'est toujours cette incertitude pronostique. En dehors disons, des lésions cérébrales vraiment sévères qu'on voit à l'imagerie, eh bien, prédire l'avenir d'un fœtus infecté reste très compliqué. L'échographie, l'IRM, même la numération plaquettaire fétale, ça donne des indices, mais souvent ce n'est pas suffisant pour un conseil prénatal vraiment solide. D'où la recherche de nouveaux marqueurs, bien sûr. Et c'est là qu'arrivent ces fameuses cytokines dans le liquide amniotique. Il y a une étude récente qui s'y est intéressée de près. Qu'est-ce qu'elle nous apprend concrètement? Eh bien, cette étude établit un lien assez clair. D'une part, entre l'infection fœtale elle-même et une sorte de signature inflammatoire. On voit une augmentation de cytokines pro-inflammatoires comme IP10, IL18, ITAC-trail. On les trouve principalement sous forme soluble, mais aussi, ce qui est intéressant, associées à des vésicules extracellulaires, des petits paquets que les cellules s'envoient pour communiquer. D'accord. Et est-ce que ce profil inflammatoire, il varie selon la gravité de l'atteinte? Est-ce qu'on peut distinguer les formes plus sévères? C'est effectivement ce que les résultats suggèrent. Il y a un panel de 12 cytokines qui sont globalement plus élevés quand le nouveau-né est symptomatique. Et plus spécifiquement, un sous-groupe où on retrouve encore l'IL-18 et TRAIL sous forme soluble ou liée aux vésicules, et d'autres comme MIG ou RANTS est particulièrement élevé dans les formes jugées sévères. Tout ça, ça pointe vers une réponse immunitaire assez intense de type T1 qui semble jouer un rôle dans la sévérité. Donc potentiellement, ces cytokines pourraient devenir des outils pour affiner le pronostic. Quel est leur potentiel prédictif réel, d'après cette étude? Le potentiel est là, oui. L'analyse statistique montre une capacité non négligeable à distinguer les fœtus infectés. On parle d'une aire sous la courbe AROC, l'AUC, de 0,72 qui est correcte. Et pour la sévérité, ces marqueurs expliqueraient jusqu'à 41% de la variance. C'est significatif. C'est donc une piste vraiment intéressante pour améliorer le conseil prénatal. Bien sûr, il faut rester prudent. Ces résultats doivent être confirmés, idéalement sur des prélèvements plus précoces, peut-être dès 17 semaines et la l'oreille. D'accord. Donc des marqueurs pour mieux prédire, c'est une chose. Mais peut-on agir? Et c'est là qu'on en vient au valacyclovir. On sait que pendant longtemps, il n'y avait pas de traitement prénatal validé. Les immunoglobulines ont donné des résultats mitigés. Oui, tout à fait. Et là, on a des données intéressantes, notamment d'une étude de phase 2. Attention, elle n'a été pas randomisée, c'est une limite importante. Elle a évalué le valacyclovir à une dose élevée, 8 grammes par jour, chez des fœtus qui présentaient une atteinte jugée modérée, c'est-à-dire des signes à l'échographie, mais hors du cerveau, ou alors des signes cérébraux plutôt légers. Et les résultats sont où? Parce que les chiffres qui circulent sont assez frappants. Oui, ils sont marquants. L'étude rapporte que 82% des nouveau-nés traités in utero étaient asymptomatiques à la naissance, contre seulement 43% dans une cohorte historique de comparaison. La cohorte historique, c'est là où le bas de blesse un peu pour la preuve formelle, non? Exactement, c'est la principale critique méthodologique. On ne peut pas exclure un biais. Cependant, il y a des arguments biologiques qui vont dans le même sens. Après le traitement, on observait une diminution significative de la charge virale dans le sang fœtal et une augmentation aussi significative des plaquettes. Ce sont des signes objectifs d'une action du médicament. Et cette dose de 8 grammes par jour, c'est énorme, ça fait 16 comprimés. Comment c'était toléré? C'est une contrainte, c'est certain. Mais dans cette étude, la tolérance maternelle a été jugée bonne, avec une observance apparemment élevée malgré tout. C'est un point important pour l'applicabilité. Alors, ça, c'était pour le traitement d'un fœtus déjà atteint, mais le valacyclovir est aussi étudié en prévention, pour éviter la transmission de la mère à l'enfant après une infection maternelle, surtout si elle survient tôt. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Là, on a une méta-analyse récente qui a combiné les données individuelles de plusieurs études. C'est méthodologiquement plus robuste. Et les résultats sont assez nets. Toujours avec 8 grammes par jour, le valacyclovir réduit significativement le risque de transmission verticale, c'est-à-dire une amniosynthèse qui devient positive. On passe de 25% de risque sans traitement à environ 11% avec. L'odds ratio ajusté est de 0,36.
Donc une réduction du risque de l'ordre de 60-65%, c'est ça, hein? C'est ça. Et ça se traduit aussi au niveau de l'infection néonatale. Le risque passe de 41% à 19% avec un odds ratio similaire de 0,30. Et l'impact sur les formes graves, parce que c'est vraiment ça l'enjeu majeur, surtout avec les infections du premier trimestre qui sont les plus à risque de séquelles neurologiques, de surdité. Exactement. Et là aussi, la méta-analyse montre un bénéfice très significatif. Le recours à une interruption de grossesse pour une atteinte fétale jugée sévère, atteinte du système nerveux central ou multiviscéral, était beaucoup plus faible sous traitement. On parle de 0,9% avec valacyclovir contre 4,5% sans. L'odds ratio est de 0,23, donc une réduction très importante du risque relatif. C'est considérable. Et est-ce qu'il y a un moment clé pour démarrer ce traitement préventif? Oui, et c'est crucial. L'analyse suggère fortement que plus le traitement est commencé tôt après l'infection maternelle présumée, meilleure est l'efficacité. Ce qui nous ramène directement à l'importance capitale du diagnostic précoce de l'infection primaire chez la femme enceinte. On sait que l'amniosynthèse pour le diagnostic fœtal, elle, ne se fait généralement pas avant 17 SA, et au moins 8 semaines après l'infection maternelle. Ce délai peut être long si on veut agir tôt. Et en termes de sécurité, sur ces effectifs plus larges de la méta-analyse, est-ce qu'on a une meilleure vision? Le profil de sécurité global reste acceptable. Les effets secondaires maternels les plus fréquents sont plutôt bénins, nausées, maux de tête. Il y a eu quelques cas rares d'atteinte rénale aiguë qui étaient réversibles et aussi des cas de thrombopénie signalés. Donc oui, une surveillance est nécessaire, mais globalement, ça semble gérable. Donc pour résumer, si on rassemble tout ça, le valacyclovir à haute dose apparaît vraiment comme une option sérieuse à considérer, que ce soit pour essayer de réduire la transmission après une infection maternelle précoce. Ou pour améliorer le pronostic des fœtus qui ont déjà une atteinte modérée, oui. Les données vont dans ce sens, même s'il manque encore l'étude randomisée idéale pour le traitement fœtal. L'implication pour la pratique, elle semble claire. Il faut vraiment mettre l'accent sur la détection précoce de l'infection primaire chez la femme enceinte pour pouvoir discuter et, le cas échéant, démarrer ce traitement préventif le plus tôt possible. C'est tout l'enjeu, optimiser ce diagnostic précoce. Et ça nous amène peut-être à la question de fond pour l'avenir. Si l'initiation précoce du valacyclovir est si déterminante, comment peut-on organiser au mieux le dépistage et le diagnostic de l'infection maternelle, spécifiquement au premier trimestre, pour que cette stratégie préventive ait une chance réelle d'être appliquée à large échelle et de bénéficier au plus grand nombre? C'est sans doute là que se situe le prochain défi majeur dans la prise en charge du CMV.